Professeur Nicolas Franck, qui est psychiatre, qui est chef de pôle au centre hospitalier Le Vinati à Lyon, qui est responsable du centre ressources de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive et président de l'association francophone de remédiation cognitive. Professeur Franck va nous exposer donc la place de la remédiation cognitive et le pouvoir de décision dans la vie des personnes atteintes de troubles bipolaires. Merci. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. J'ai préparé quelques diapositives, donc je vais les afficher si j'y arrive, et normalement je vais y arriver. Est-ce que vous les voyez? On les voit, oui. Ouais. Alors, par contre, pour être en diaporama, voilà, là normalement c'est bon. Très bien, merci. Voilà, parfait. Donc oui, effectivement, je vais me centrer sur la remédiation cognitive, qui est l'un des outils de soins de la réhabilitation psychosociale. Donc ça fait complètement le lien avec l'intervention qui vient d'avoir lieu maintenant. Et par rapport à quelques questions que j'ai vues apparaître sur le chat et puis que vous avez évoqué, effectivement, il y a des sites qui recensent les ressources en termes de réhabilitation psychosociale, dont le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale qui apparaît là. Et je vous signale également l'initiative RETAB qui est en train de se répandre sur toute la France, qui vous donne des listings. Alors, pas des interventions à distance, mais des structures qui proposent ces outils de soins-là. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Alors, voilà, la remédiation cognitive, elle intervient comme la psychoéducation et comme tous les outils de soins d'orientation psychosociale sur la dimension fonctionnelle. Je vous ai mentionné là l'approche, enfin le modèle multidimensionnel du rétablissement. Ce qu'on cherche à promouvoir chez les personnes qu'on accompagne, c'est le rétablissement personnel. Ce sont elles qui le définissent. Au lieu d'être centré sur le rétablissement clinique, comme on l'a beaucoup fait dans les décennies et les siècles précédents, c'est-à-dire sur la réduction des symptômes, on essaye maintenant de s'intéresser plutôt à la manière dont on peut permettre à la personne de réussir sa vie et ses projets de vie, parce qu'on sait que ça a des vertus préventives aussi sur les rechutes, y compris dans le trouble bipolaire, mais au-delà des troubles bipolaires, dans la plupart des troubles psychiques. Donc, la remédiation cognitive, c'est l'un des outils de soins de la réhabilitation qui sont bien définis, en particulier par l'instruction des GOS du 16 janvier 2019. Donc, il y a une réglementation en France. C'est censé être disponible sur tous les territoires de santé. Et de fait, c'est disponible sur tous les territoires de santé. Vous verrez la carte sur le site du Centre ressources si vous la regardez. Alors, au-delà de ça, c'est surtout une demande de la population. Le fait de pouvoir améliorer les compétences cognitives. Ça, c'est une étude de cohorte qui avait été publiée en 2019, qui avait été faite en 2018, d'après le REHABAS, qui est la cohorte nationale de réhabilitation psychosociale. Lorsque les personnes sont accueillies dans les centres de recours de réhabilitation psychosociale, que ce soit des centres support ou des centres de proximité, ils leur aient demandé leur satisfaction, leur niveau de satisfaction par rapport à 10 domaines de leur vie quotidienne, dont le domaine cognitif. Et vous voyez que l'un des domaines où ils sont le plus insatisfaits, ces patients qui viennent dans les structures de recours de réhabilitation psychosociale, c'est le domaine cognitif. 7 personnes sur 10 se déclarent insatisfaites de leur fonctionnement cognitif et veulent de l'aide par rapport au fonctionnement cognitif. Vous voyez que ça passe avant la gestion des symptômes, avant les relations interpersonnelles et largement avant la gestion de la santé, la gestion administrative et financière, etc., etc. Donc, ça doit faire partie de notre offre de soins parce que c'est demandé par les personnes et parce que c'est utile. Alors, comment définit-on la remédiation cognitive? Eh bien, ce sont des outils de soins qui permettent de réduire, d'un point de vue thérapeutique, l'impact des troubles cognitifs. Je rappelle que les troubles cognitifs peuvent toucher les capacités d'attention, de mémoire, la capacité à s'organiser en direction d'un but en tenant compte du contexte, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ça peut toucher également le domaine visuospatial, les troubles cognitifs, et évidemment la cognition sociale, c'est-à-dire la capacité à interpréter les émotions et les états mentaux d'autrui. Donc, le but de la remédiation cognitive, ce n'est pas forcément de faire disparaître ces troubles cognitifs complètement, mais plutôt de diminuer leur impact grâce à des mesures de compensation. Et puis, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que les bénéfices se maintiennent dans la durée et se généralisent. Donc, il ne s'agit pas seulement d'apporter des bénéfices qui sont réduits à la durée de la séance, mais que ces bénéfices observés en séance puissent se transférer dans la vie quotidienne de la personne. Donc, des liens sont systématiquement faits à cet effet avec le fonctionnement quotidien. Et quand il s'agit de bipolarité, c'est la personne elle-même qui va faire ces liens-là. Quand il s'agit de déficience ou d'une schizophrénie un petit peu plus sévère, là, il va falloir peut-être s'appuyer sur l'environnement de la personne. Ça peut être l'environnement familial, ça peut être des éducateurs ou l'environnement professionnel selon la nature des troubles.
Et toutes ces approches-là, de réhabilitation psychosociale et puis de remédiation cognitive, évidemment, valorisent les compétences des personnes. Donc, on va vraiment d'abord repérer ce que la personne est capable de faire, là où sont les processus préservés, et s'appuyer sur ces processus préservés pour permettre aux personnes d'exploiter au mieux leurs capacités et de réussir leur vie. Alors, quelles sont les conditions d'utilisation? En ce qui concerne le trouble bipolaire, évidemment, c'est en période euthymique. C'est pas du tout un traitement pour réduire les accès maniaques ou les accès dépressifs. Ça n'a pas de sens. Là, on travaille sur ce qui est séquelaire, sur ce qui est résiduel. Donc, on travaille sur effectivement des symptômes ou des manifestations qui persistent après les épisodes. Donc ça, on en a parlé juste avant. Il y a des séquelles chez 30 à 50% des personnes qui sont en période euthymique, au minimum. Enfin, ça dépend quel est le seuil qu'on place. Et parmi ces séquelles, il y a des séquelles cognitives qui existent chez 30% des personnes avec bipolarité dans la littérature. Et ce qu'on veut, c'est diminuer l'impact de ces troubles cognitifs séquelaires chez ces 30% de personnes, en sachant que ces impacts peuvent être extrêmement forts et aboutir à une instabilité, à une perte de chance dans tous les domaines, que ce soit professionnel, conjugal, familial, amical, etc., etc. Donc, c'est vraiment très important de les prendre en considération. Mais évidemment, on va les prendre en considération au moment où c'est opportun et donc pas pendant les crises, parce que pendant les crises, évidemment, vous savez ce que c'est qu'un état maniaque. Le trouble attentionnel, il est constant. Vous savez ce que c'est qu'un état dépressif, le trouble attentionnel et puis tous les troubles qui vont avec, amnésique, exécutif, etc., ils sont constants. Donc là, ce n'est pas la question, puisque dans ce cas-là, les troubles cognitifs, ils sont secondaires aux symptômes maniaques ou dépressifs. Moi, ce dont je vous parle, ce sont vraiment des troubles cognitifs qui évoluent pour leur propre compte, qui sont résiduels et qui persistent dans la durée. C'est à ceux-là qu'on s'adresse. Et ceux-là, ils sont déjà extrêmement fréquents, extrêmement invalidants dans la bipolarité, donc ils méritent toute notre considération. Alors, ce qu'on vise, ce n'est pas de normaliser à tout prix un bilan cognitif. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on vise, c'est de diminuer des troubles cognitifs, qui ont un impact sur la réussite des projets des personnes. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a parfois des troubles cognitifs qui sont très bien compensés naturellement. C'est-à-dire que la personne le fait avec. Elle est habituée à ne pas pouvoir bien se concentrer. Elle s'appuie sur son smartphone, elle va chercher les informations là, elle met des petites notes sur des papiers si elle est plus à l'ancienne, ou elle sait qui il faut appeler quand elle ne se souvient pas de quelque chose. En tout cas, elle se débrouille avec. À partir du moment où une personne se débrouille, fait avec ses capacités cognitives, on ne va pas à tout prix la traiter. On va traiter si ça a un sens, c'est-à-dire un trouble cognitif avec un retentissement fonctionnel quotidien et que ce retentissement fonctionnel nuit effectivement au projet de la personne. Alors, il est inutile d'attendre qu'il y ait eu 10 épisodes maniaques destructeurs. Évidemment, si on constate des troubles cognitifs après le premier épisode maniaque, eh bien, on les bilante, on les évalue, on les quantifie et on propose la remédiation cognitive dès ce moment-là. Et ensuite, il y a un certain nombre de programmes, on va y revenir sur l'une des diapositives suivantes, qui visent les troubles neurocognitifs, les troubles de la cognition sociale. Enfin, il y a toute une offre de soins qui permet de répondre à la variété des demandes, puisque chacun a son profil cognitif propre. Qu'on ait des troubles ou pas, d'ailleurs, on est plus ou moins bon dans telle ou telle compétence, on a plus ou moins telle compétence et on est plus ou moins limité dans tel ou tel autre processus. Ça, c'est le propre de tout être humain, c'est la variabilité humaine. Là, le problème, c'est quand ces troubles arrivent à gêner la vie quotidienne et la réalisation des projets. Donc, bien retenir qu'il n'y a pas de programme universel. On a besoin de cette variété pour pouvoir répondre à l'hétérogénéité des demandes et des besoins. Donc, on doit créer des structures qui ont une offre de soins variée. Si vous regardez sur le site que j'ai cité tout à l'heure, dont vous aviez l'adresse sur ma première diapo et qui doit revenir sur la dernière diapositive, vous allez voir quand vous allez sur la rubrique chercher de structures, vous avez toutes les régions de France et à l'intérieur des régions de France, toutes les structures qui sont affichées avec une description de l'offre de soins. Et vous verrez que chacune d'entre elles a effectivement plusieurs programmes de remédiation cognitive qui sont proposés. Ce sera au minimum 2 pour un centre de proximité, au moins un programme sur la cognition sociale, au moins un programme sur la neurocognition, mais ça peut aller vers 10 ou plus de 10 programmes offerts sur une structure pour les plus grandes d'entre elles. Donc ça permet vraiment, après une évaluation, de tenir compte des besoins propres de chacune des personnes. On a vu que les objectifs, ils étaient dans la vie de la personne. Donc, évidemment, on va fixer avec elle des objectifs concrets. C'est elle qui fixe ses propres objectifs de vie et on est là pour lui rendre service. Et on va s'appuyer sur l'apprentissage de nouvelles stratégies pour faire face, finalement, à des difficultés à gérer les situations du quotidien. Et ces stratégies, c'est la personne qui va les développer. Ce ne sont pas des stratégies qui sont transmises verticalement de manière paternaliste par un thérapeute qui sait mieux que la personne ce qu'il lui faut. Non, elle va essayer de faire découvrir à la personne ce qui peut lui être utile dans le cadre de son contexte de vie et de ses objectifs de vie. Donc, il y a une pleine adaptation au profil de la personne qui est accompagnée. Là, je vous cite quelques-uns des programmes qui sont les plus répandus en France. C'est nullement exhaustif.
Il y en a plein d'autres. Il est inutile de retenir les noms. C'est pour vous montrer qu'il y a une grande variété et que ces programmes, ils visent aussi bien la neurocognition que la cognition sociale. Ils ont des points communs, c'est qu'ils sont tous proposés sur une durée limitée. Ça va de quelques séances à quelques dizaines de séances. Ce ne sont pas des thérapies au long cours, ce sont des thérapies à court terme. Donc, il y a une temporalité qui est bien claire, qui va de quelques séances, quelques semaines, à quelques mois, en général 3 mois au maximum. Pour que ce soit efficace, on doit mobiliser les ressources de la personne. Donc, il faut aller un petit peu fouiller, creuser. Donc, il faut une intensité. Donc, c'est en général 2 séances par semaine. Le programme standard, il est de 2 séances par semaine pendant 3 mois. Donc, vous calculez vous-même combien ça fait. En général, ça fait une vingtaine de séances. Alors, comment les choses sont organisées? Il y a toujours de la psychoéducation. Là, je ne parle pas de la psychoéducation sur le trouble bipolaire en général. Je ne parle pas de la psychoéducation sur les rythmes sociaux, sur le sommeil, sur les facteurs prémorbides, parce qu'évidemment, ça, c'est indispensable dans le trouble bipolaire. Il faut permettre aux personnes de mieux comprendre leurs troubles, de pouvoir en disposer, de pouvoir avoir du contrôle dessus. Là, je parle d'une psychoéducation spécifique sur les troubles cognitifs associés au trouble bipolaire. Donc, en général, c'est une séance intégrée dans le cadre du programme de remédiation cognitive qui vient compléter ce qu'on vous a dit juste avant. Il y a également la nécessité d'évaluer les répercussions fonctionnelles, parce que la remédiation, elle ne prend sens que si il y a un impact concret et un impact également sur les projets, évidemment, de la personne. Donc, il y a des échelles d'évaluation des répercussions fonctionnelles qui existent, ERF classique, développé par Pascal Vianin, et ERF CS, cognition sociale, développé par Baptiste Gaudelus et Elodie Pérou. Les deux sont disponibles sur le site du Centre Ressources. Soit vous y accédez directement depuis Google, soit il y a un petit moteur de recherche avec une fenêtre quelque part sur la première page du Centre Ressources. Vous tapez ERF dedans et vous devez accéder aux échelles et comme ça, vous verrez un peu comment on cherche quelle est l'évaluation, quelle est la répercussion fonctionnelle de tel ou tel trouble cognitif. Donc évidemment, il faut favoriser l'implication active de la personne dans sa prise en charge. Donc pour ça, il faut lui expliquer. C'est pour ça qu'il y a la psychoéducation. C'est pour ça qu'il y a l'ERF. Et puis après, c'est évidemment co-construire toute la prise en charge en définissant les objectifs globaux des quelques dizaines de séances, enfin des 20 ou 30 séances maximales, et des objectifs de chaque séance. Alors, il y a des principes communs qui ne sont pas spécifiques à la bipolarité, qui sont spécifiques en revanche à la remédiation cognitive en général. C'est qu'on fonctionne toujours avec le renforcement positif. On ne cherche pas à montrer ce qui ne va pas, mais à ce qui va chez la personne, ce qu'elle est capable de réussir plutôt que là où elle va échouer, parce que sinon on va lui faire apprendre l'échec et on va la décourager. Donc, c'est vraiment pas cette philosophie-là. C'est plutôt très positif et optimiste. Donc, on préconise l'apprentissage sans erreur et pour faire ça, on se met au niveau initial de la personne et on l'accompagne dans sa progression. Les programmes informatisés nous ont bien aidés à répondre à ce critère-là. Donc, on les confronte progressivement à la difficulté grâce à des exercices qui vont être de plus en plus difficiles. L'apprentissage métacognitif, ça veut dire faire prendre conscience à la personne de ses progrès, de ses difficultés initiales, mais aussi de ses progrès. Le fait de pouvoir répéter les exercices, ça va renforcer les capacités de la personne. Le fait de pouvoir verbaliser, ça lui fait prendre conscience également de ce qu'elle fait et ça l'aide à trouver les stratégies qui seront nécessaires pour résoudre la situation sur l'écran ou en papier-crayon ou collectivement dans un exercice groupal. Le fait de réduire l'information, d'organiser temporellement, c'est pour faire face aux troubles de l'attention. C'est comme quand vous avez un enfant qui a un TDAH, qui ne peut pas se concentrer. Vous n'allez pas le mettre face à un bureau sur lequel il y a 50 objets différents. Que ce soit à l'école ou à la maison, il faut simplifier le plan de travail. Et pareil pour l'organisation temporelle. Si c'est dans tous les sens, c'est ingérable. Et donc, on simplifie en mettant le patient face à des tâches par étape. Une résolution par étape très progressive et bien structurée et explicitée. Pour revenir à la question métacognitif. Voilà un exemple d'exercice. Je ne vous en donne qu'un pour simplifier, pour pas perdre plein de temps. Vous voyez, c'est un exercice attentionnel. Vous devez trouver le petit objet qui est mentionné en haut dans l'ensemble d'objets qui est en bas. Vous voyez que c'est pas forcément hyper facile, mais pas non plus très difficile. Si vous avez de bonnes capacités attentionnelles, il vous saute aux yeux. Il est à la 2e ligne, 3e colonne. Mais si vous êtes un petit peu dispersé, si vous êtes trop habitué au téléphone portable et êtes toujours fourré sur ces orthèses cognitives, vous allez peut-être balayer dans tous les sens et vous n'allez pas trouver cette espèce de petite clé. Et ça, c'est un exercice qui est simple. Vous en avez avec bien plus de stimuli qui se ressemblent bien plus entre eux, où ça va être le casse-tête complet. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire là? On va pas dire à la personne, vous devez faire comme ci ou comme ça. On va lui demander, à votre avis, quelle serait la stratégie qui serait efficace pour vous pour trouver ce petit objet parmi tous les autres? Mais en général, les gens disent, il faut balayer horizontalement ou verticalement l'écran. Et comme ça, on est forcé de trouver l'objet.
Et si effectivement on travaille dans une bibliothèque, dans une librairie ou chez un fleuriste, on va trouver plus facilement les fleurs ou le livre qu'on va rechercher. Et ça, c'est le lien, vous voyez, entre l'exercice en séance et puis la vie professionnelle. C'est comme ça que fonctionne la remédiation cognitive. Alors maintenant, j'en viens à la structuration sur le terrain. Donc, je vous ai cité tout à l'heure, je crois, mais je ne sais plus si c'était dans cette présentation ou la réunion d'avant, l'instruction des GOS du 16 janvier 2019, qui définit la réhabilitation psychosociale, ce qui est nécessaire, ce qui doit être préconisé, ce qui doit être disponible sur tous les territoires de santé en France. Cette instruction des GOS, elle nous a fait avancer, elle a permis qu'on couvre la carte de France de structures de recours. Là, je ne vous parle pas des structures de première ligne, parce que ça, pour moi, ça va être dans le secteur de psychiatrie générale maintenant. Moi, j'ai à la fois des structures de recours, la structure nationale qui s'appelle Centre Ressources, un centre support de rééducation psychosociale pour plusieurs départements, ce qu'on appelle CL3R Lyon, c'est sur la carte de droite des centres référents, des centres supports. Et puis un secteur de psychiatrie générale pour 3 arrondissements de Lyon, 3e, 6e, 8e arrondissement, 250 000 habitants. Et la psychoéducation, la remédiation cognitive, c'est là que ça doit se placer pour les parties, pour tout ce qui est le plus simple et le plus généraliste. Et après, on envoie au centre de recours les cas les plus compliqués ou les cas les plus spécifiques. Là, sur ces deux cartes, vous n'avez que les centres de recours. À gauche, c'est les centres de proximité et les centres supports, tels que c'est défini par l'instruction des GOS. Et à droite, je vous ai identifié les centres supports pour que vous voyez qu'il y en a aussi dans toutes les régions de France. Il y en a aussi un petit peu outre-mer, c'est en train de se développer. La Guadeloupe, ça y est déjà. Martinique, Réunion, c'est en train de se développer, etc., etc. En tout cas, vous voyez que toute la France métropolitaine et ultramarine est bien couverte par des structures de recours. Mais en plus de tout ça, vous avez maintenant les secteurs qui s'emparent de ces techniques-là. Donc, vous avez vraiment une offre de soins qui est conséquente en France, contrairement à il y a 10 ou 20 ans où vous n'aviez pratiquement rien. Alors, la réhabilitation psychosociale et la remédiation cognitive, au moins pour une petite partie, je vous le disais, elle doit être aussi sur les secteurs de psychiatrie générale. Les secteurs de psychiatrie générale, ils doivent proposer de la remédiation cognitive et de la psychoéducation transversale. Ils doivent également proposer de la réhabilitation psychosociale spécifique des troubles bipolaires. Et vous voyez, sur mon secteur de psychiatrie générale, sans parler des centres de recours de réhabilitation psychosociale, il y a par exemple un groupe psychoéducation TCC pour les troubles bipolaires qui a lieu tous les lundis après-midi avec un psychiatre qui s'est spécialisé dans les troubles bipolaires plus spécifiquement, mais qui s'occupe aussi d'autres pathologies, qui était dans mon pôle avant, qui maintenant fait des TCC en cabinet et qui vient une fois par semaine pour animer ce groupe-là sur le secteur. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant d'avoir cette offre, parce qu'évidemment, on a énormément de personnes avec bipolarité qui vient compléter celle qu'il y a dans les centres de recours, qu'il s'agisse des centres de recours de réhabilitation psychosociale ou du passeport bipolaire et des centres experts bipolaires avec lesquels, évidemment, on est en lien. Et on fait tout, évidemment, pour éviter l'hospitalisation et pouvoir développer la gestion des crises à domicile grâce à des équipes mobiles territorialisées qui permettent de faire une alternative à l'hospitalisation, soit éviter complètement l'hospitalisation, soit au minimum la raccourcir. Et puis le CATTP est un CATTP de réhabilitation psychosociale, mais je ne vais pas insister plus là-dessus. Donc, encore une fois, pas de programme universel, donc il faut s'adapter aux besoins de chaque personne. Pour ça, il faut une offre de soins variée. C'est pour ça qu'on a besoin de structures de recours, mais aussi que les secteurs s'équipent et que les psychiatres libéraux puissent s'équiper. On part toujours dans réhabilitation psychosociale et en remédiation cognitive d'une évaluation des besoins de la personne pour pouvoir fixer avec elle quels seront les outils de soins thérapeutiques et de réhabilitation qui lui seront utiles pour lui permettre de réussir sa vie. Et on s'appuie toujours sur l'apprentissage de nouvelles stratégies, en particulier dans la remédiation cognitive, et on sera très attentif à la généralisation des bénéfices. Donc, on fera en sorte que ce qui a été fait en séance puisse être profitable à la personne dans sa vie quotidienne, que ce soit la vie conjugale, familiale, amicale ou professionnelle. Et puis, donc, il y a un certain nombre de ressources qui existent. Il y a des livres qui existent, qui vous décrivent la remédiation cognitive, des colloques. Une fois par an, l'Association francophone de remédiation cognitive organise un colloque. L'année dernière, c'était sur précarité et remédiation cognitive à Marseille. Cette année, on le fait à Nancy sur motivation et remédiation cognitive le 30 septembre. Il reste encore quelques places. Et puis, vous voyez, il y a le congrès REHAB qui est arrangé cette année, début juin. Il y a aussi les journées du réseau de la FRC. Enfin, il y a beaucoup de manifestations qui sont soit pour les professionnels, soit pour les personnes concernées, soit pour les proches des personnes concernées et les professionnels, puisqu'évidemment, on s'occupe aussi des proches. Voilà, merci de votre attention. Merci, professeur Franck. Il y a quelques questions qui vous sont posées. On ne va pas pouvoir répondre à toutes encore une fois. Il y a une question qui revient souvent, c'est on nous demande si les troubles cognitifs sont secondaires à la pathologie, aux médicaments ou aux deux. Alors, je pense qu'il y a 3
types de troubles cognitifs. Il y a des troubles cognitifs qui sont associés à la maladie, qui peuvent précéder l'apparition des épisodes thymiques et qui persistent après. Il y a des troubles cognitifs qui sont consécutifs aux épisodes thymiques et qui sont la conséquence des symptômes. Ça a toujours été décrit, ça fait des décennies que c'est décrit, et ceux-là, on ne va pas les traiter spécifiquement. Ça n'a pas de sens. Et évidemment, vous avez des troubles cognitifs qui sont secondaires au traitement, dont les antipsychotiques, et c'est pour ça qu'il faut en limiter l'utilisation. Les antipsychotiques, c'est certains d'entre eux, et c'est surtout ceux qui sont anticholinergiques, qu'on n'utilise plus tellement maintenant comme sédatifs. Il vaut mieux s'en passer, il vaut mieux faire autrement. Et c'est surtout les benzodiazépines qu'on évite d'utiliser au long cours dans le trouble bipolaire. Évidemment, les benzodiazépines ou les phénothiazines, elles peuvent être utilisées en phase aiguë pour traiter l'épisode maniaque, mais on les maintient pas au long cours. On maintient un traitement thymorégulateur, que ce soit un thymorégulateur classique, plutôt le lithium, qui évidemment est le plus efficace, ou que ce soit les autres, des pacotes, etc., ou que ce soit les antipsychotiques. Dans ce cas-là, c'est toujours la recherche du meilleur rapport bénéfice-effet indésirable. Donc, on est extrêmement attentif à ça, c'est bien évident, mais pour ça, on va se baser sur ce que ressent la personne. Et puis, vous avez également quelques troubles mnésiques, donc les troubles cognitifs secondaires à l'ECT qu'on essaye de limiter au maximum parce que l'ECT est bien utile dans certains cas. Donc le CT, on appelle, c'est l'électroconvulsivothérapie, donc les électrochocs, comme on dit couramment. On nous demande aussi si le neurofeedback est utilisé comme technique de remédiation. Alors moi, je vous avoue que le neurofeedback, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le neurofeedback n'est pas encore utilisé. Oui, certaines entreprises voulaient le développer, en particulier les entreprises de logiciels de remédiation cognitive. C'est tout ce qui permet d'avoir un retour sur sa propre activité cérébrale en direct et puis de pouvoir la réguler grâce à des exercices de concentration. Donc, ça avait été envisagé. C'était des projets. À ma connaissance, il n'y a pas d'outils de soins qui sont disponibles commercialement, qui ont été validés par des études scientifiques. Mais effectivement, c'est une piste, c'est un intérêt. On voit des choses assez surprenantes quand on le fait en direct. C'est intéressant, oui, comme une piste. Il y a beaucoup de pistes encore dans ce domaine-là. Oui, tout est à développer encore. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est riche, et au moins ça avance. Oui. Okay. Ouais. Merci en tout cas, professeur Franck, d'avoir participé à la journée mondiale des troubles bipolaires cette année. Professeur Franck, lui aussi, a conduit une conférence avec Argos 2001 que je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube. Merci encore. Merci.